Alors pour cette première question, enfin, avant cette première question, peut-être qu'on va attendre, parce que je vois qu'on a encore peu de Tu participants par tu rapport à peux, la totalité des inscrits. Donc Céline, je vous remets le voilà. code. Alors pour information, vous voyez, sur, l'affichage que vous avez une petite bulle avec écrit «Conversation». Si vous avez des questions tout au long de l'exposé, n'hésitez pas à les poser, en utilisant le mode conversation. L'un de nous, recueille les questions et se permettra de les poser, soit au cours de la présentation, soit on a un temps, qui est bien plus, opportun. Donc à la fin de l'exposé, on reviendra en posant les questions, heu sur la fin de l'exposé. J'espère que tout le monde arrive à se connecter à WooClap. Pour ceux qui veulent se connecter depuis leur ordinateur, vous avez également dans le fil de conversation, l'adresse, l'URL qui vous est, proposée. Voilà, là l'enregistrement a démarré et je vous propose qu'on attende une petite minute avant de vous proposer une première question sur WooClap. Alors, petite consigne sur WooClap, vous verrez que dès que je vais avoir lancé la question, vous aurez en bas de votre écran, cette petite icône «Valider». N'oubliez pas de cliquer dessus une fois que vous aurez renseigné vos réponses sur WooClap, sinon elles ne pourront pas être enregistrées. Alors, par rapport à ce webinaire Smart Data 2, qui va vous présenter, comment, vos données, peuvent être, collectées et peuvent t'amener à mieux maîtriser vos consommations énergétiques. Mais quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire? Et une réponse en un ou 2 mots, serait parfaite puisqu'on va les collecter, vous allez voir, en nuage de mots. Et puis surtout, n'hésitez pas également à liker. Vous avez la possibilité de mettre des petits pouces. Donc si vous voyez que, il y a une proposition faite par un autre participant qui vous plaît, et ben, n'hésitez pas à la liker. Pour l'instant, on a un participant, qui s'est exprimé. Meilleure rentabilité, management, performance énergétique, coût, avancée, compréhension des enjeux. Pas mal d'informations, l'intégration, sobriété, solutions de monitoring, l'énergie qui revient, toujours en force, bien, en position centrale. Encore une trentaine de secondes
Pour tous ceux qui souhaiteraient encore s'exprimer ou qui souhaiteraient, donner, de l'importance à certains mots qui ont déjà été proposés. Voilà, c'est terminé. Donc vous voyez que les thèmes là qui sont ressortis majoritairement, donc l'énergie est vraiment centrale. Ça tombe bien, c'est le sujet de l'heure qui arrive, on voit le mot diminuer, on voit le mot sobriété, on voit le mot performance énergétique. Bah, c'est bien de tout cela dont on va parler ce matin. Et pour cela, beh, je vais laisser la parole, aux experts qui vont se présenter, rapidement donc experts, CETIM et Captronic. Donc messieurs, je vous laisse la parole, c'est à vous. Alors, donc vous allez nous parler comment on peut mieux maîtriser, mieux mesurer, mieux maîtriser les consommations énergétiques. Et puis après, donc avec, Marc Lecouvé de la région, on vous parlera du parcours Data Boost. Mais avant cela, je vais laisser la parole à Gabriel Perru, de Catrium, la plateforme d'accélération du CETIM, qui avec Captronic unissent leur savoir-faire pour envisager autrement l'atelier et les produits connectés à partir de retours d'expérience opérationnelle. Messieurs, c'est à vous. Alors, peut-être que Gabriel, tu veux le poser cette question, avant de présenter Catrium ou je la pose? Comme tu veux. Je te laisse la poser. OK. Donc encore sur WooClap, petite question. Dans votre entreprise, aujourd'hui, un projet de collecte de données ou d'exploitation de données, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, qui vous intéresse, de près actuellement? Ou bien qui a été déjà initié et vous êtes en phase, soit d'avant-projet, voire, vous avez quand même, démarré des réflexions et quelques actions. Ou alors c'est un projet qui est bien engagé et que vous avez déjà pris contact avec des offreurs de solutions. Ou cinquième proposition, ce sont des projets, ou un projet qui a été mené à bien et vous avez une ou des solutions qui fonctionnent, qui tournent dans votre entreprise. Je Il manque peut-être un peu de temps parce qu'on a très peu de réponses pour le moment. Hem, Céline, est-ce qu'on peut, remettre le compteur peut-être? Heu, je vais tenter de le relancer. Alors après, je pense qu'on peut continuer à voter. Oui, vous pouvez continuer à voter, mais on voit là que pour l'instant, il y a eu des prémices, Yes. en tout cas de réflexion et d'action. Donc bah, je pense que ça les discours qui vont arriver maintenant vont pouvoir aussi alimenter, ces réflexions et ces prochaines étapes de vos projets. Gabriel? Voilà, oui, bonjour. Donc, Gabriel Perru, je suis le pilote Quatrium des Hauts-de-France. Donc, le CETIM dispose de plusieurs plateformes d'accélération et les met à disposition du programme Data Boost pour accompagner les entreprises dans la mise en place de leurs projets. Donc, si tu veux bien passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, ces plateformes d'accélération sont constituées de ce qu'on appelle des zones d'embarquement qui vont permettre d'accueillir les entreprises et de traiter de leurs projets en individuel. Et pour ça, l'outil Quatrium eh bien, met des experts à disposition des entreprises pour sécuriser leurs projets d'investissement, des experts et aussi des équipements, puisque chaque plateforme d'accélération Quatrium dispose d'équipements pour présenter les solutions technologiques de façon concrète. Et pour ça, puisqu'on ne peut pas voir tous les équipements sur toutes les plateformes,
et pour éviter les doublons, eh bien, on va être en mesure de se connecter par ce qu'on appelle notre système de fenêtre sûre en visio, là où l'équipement se trouve pour présenter à l'industriel, dans quelque plateforme qu'il soit, l'équipement où il se trouve dans toute la France, que ce soit sur un site CETIM, chez un partenaire, chez un de nos offreurs de solutions, dans une autre plateforme d'accélération partenaire. Donc l'idée, c'est bien de vous mettre à disposition l'ensemble des technologies qui vont vous permettre d'avancer sur vos projets. Donc, avec des démonstrateurs spécifiques sur la transition énergétique, environnementale et globalement sur l'ensemble des technologies de l'industrie du futur. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous donner le contexte CETIM et les outils qui sont mis à votre disposition. Maintenant, je laisse parler Eric qui va vous présenter le sujet d'aujourd'hui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va vous présenter effectivement avec Jean-Philippe des sujets, un sujet pardon, sur la thématique données énergétiques et qu'est-ce qu'on en fait. Hein. Donc, on va travailler à 2 voix, voire même 3 parfois de temps en temps, parce qu'il y a des travaux à proximité, et donc vous entendrez de temps en temps une perceuse. Je tiens à m'en excuser par avance. Voilà. Donc, on va se présenter, je pense. Je vais commencer. Eric Sénéchal. Donc, je travaille au CETIM. Je suis le référent technique efficacité énergétique. Donc, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le domaine de l'efficacité énergétique pour les industriels de la mécanique et même au-delà. Voilà. Et donc, effectivement, cette thématique de données est prégnante dans nos activités de conseil et d'audit. Jean-Philippe? Oui, donc bonjour à tous, donc je suis Jean-Philippe Malissey, donc de Captronic. Je suis directeur de Captronic, mais au-delà de ça, bon, j'interviens effectivement on intervient l'ensemble des équipes sur les systèmes de capteurs, capteurs, traitement, transmission, et on a d'ailleurs accompagné un certain nombre de sociétés qui ont produit et qui produisent toujours ces capteurs de mesure. Donc on se complète assez bien avec le CETIM sur ce sujet-là. Et on travaille effectivement ensemble et l'idée, c'est au travers de Databoost qui vous sera présenté, de pouvoir vous accompagner au mieux par rapport à vos besoins. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble pendant cette demi-heure? Donc, un premier chapitre où Jean-Philippe va nous définir un petit peu ce que c'est qu'une donnée, et notamment une donnée énergétique. On regardera tout de suite des exemples concrets d'utilisation de cette donnée énergétique. Donc, vous verrez, il y a toute une série d'exemples très, très intéressants avec des gains, enfin des chiffres, voilà. Ensuite, on détaillera donc les objectifs d'un plan de comptage énergétique. Qu'est-ce qu'on peut en faire finalement de ce plan de comptage, de ces données énergétiques. Ensuite, on réfléchira à la mise en place du système de mesurage efficace et adapté à vos besoins. Donc, il y a effectivement une démarche, donc on la verra rapidement. En quatrième partie, on parlera des différentes couches techniques d'un monitoring énergétique. Hein. Vous savez que pour aller mesurer des données, il faut à la fois un capteur, un compteur, il nous faut quelque chose qui transmet l'information et quelque chose qui va l'analyser. Donc on regardera ça de façon rapide, hein, bien sûr. La dernière partie sera consacrée à un petit exemple de recueil de données à distance. Donc on a une plateforme qui nous permet d'aller consulter des données sur des capteurs qui sont dans notre établissement de Mulhouse. Donc je vous ferai une petite présentation très rapide de cet outil hein, qui nous sert à aller recueillir des données qu'on va analyser après. Hein. Donc c'est pas tout à fait un outil de monitoring, c'est plus un outil de recueil de données. Voilà.
Exactement. Merci, merci Céline. Donc, on va regarder ce que c'est qu'une donnée et des exemples d'utilisation. Je cède la parole à Jean-Philippe pour le début de ce chapitre. Merci Eric. Donc, ce qui est important, c'est voilà, on va bien faire la distinction entre la donnée, donc c'est une valeur brute qui est récupérée avec des capteurs ou des outils dans certains cas. Dans le cas qui nous intéresse, ça sera surtout des capteurs, mais ça peut être aussi certaines consommations électriques qui viennent qui vous sont fournies par votre fournisseur. Les données, on parle d'énergie aujourd'hui, mais elles sont partout dans l'environnement de production. Donc à la fois sur les machines, les lignes de production, sur les systèmes de contrôle qualité, sur l'ERP, la chaîne d'approvisionnement, la logistique, et également par interaction avec votre personnel, avec échange avec les clients via les médias sociaux. Et toutes ces données, elles doivent et elles doivent vous permettre de construire l'information qui est une source de valeur pour votre organisation. Donc, c'est important de bien faire cette distinction entre les données et l'information, sachant que généralement, l'information peut être construite avec plusieurs données et elle va être différente suivant ce que vous cherchez, suivant surtout la partie prenante qui en a besoin, c'est-à-dire quelle est la personne qui en a besoin et les objectifs qui peuvent être différents. Donc, une même donnée peut donner lieu à plusieurs informations qui peuvent être présentées sur des formats différents. Il va donner lieu à des décisions qui sont différentes, qui ont des périodicités aussi différentes, etc. Donc, c'est important d'avoir tout ça en tête. Page suivante. Alors, on a souhaité commencer ce webinaire en vous présentant rapidement des cas d'implantation, surtout des cas avec des retours sur investissement, des gains, pour vous montrer que très généralement, dans la majorité des cas, le fait d'instrumenter, de suivre les consommations énergétiques permet tout de suite d'obtenir des gains rapidement. Donc ça, ce sont des gains, c'est des exemples qui ont été faits qui ont été obtenus avec un dispositif de comptage fin, c'est-à-dire qui se branche sur l'équipement, quelque chose qui est sans fil, donc qui se met en place très rapidement. Donc c'est pour vous aussi vous dire que c'est quelque chose qui est accessible, c'est pas réservé aux grands groupes. Et donc là, le premier exemple, c'était sur une société qui fait du packaging et avec une supervision de parc machine pour cette usine européenne. Ils ont, en travaillant sur les postes les plus importants de consommation et notamment l'extinction de chauffage d'un bain d'huile, donc c'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué à amener, ils arrivent à gagner une centaine d'euros chaque nuit. Alors on est sur un prix de kilowattheure britannique, mais ça va très très vite. Et donc effectivement, le fait simplement d'éteindre le bain d'huile et puis de le relancer 1 heure ou 2 heures avant pour qu'il remonte en température, on gagne plus d'une centaine d'euros. Donc alors vous voyez, pour le nombre on arrive très très vite à des choses intéressantes. Une deuxième chose qui est aussi deuxième exemple, c'était sur un fabricant de colle qui lui aussi se posait la question d'isoler ses cuves chauffantes. Et là, ce qu'il a permis de voir, c'est effectivement la mesure avant puis après la pose d'isolation sur cuves chauffantes, lui ont montré le gain qu'il pouvait obtenir et ont permis de justifier ses investissements. Et puis, un autre cas qui est intéressant, toujours dans de la colle, c'est aussi travailler sur les procédés. Et ça, c'est pour donc mesurer pour un fabricant de colle, montrer que sa colle, qui demande des températures d'utilisation plus faibles, permet de gagner, de mesurer les consommations, d'avoir les gains de consommation par rapport à un procédé de colle traditionnel. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont intéressantes. Page suivante. Autre exemple classique, c'est effectivement sur les compresseurs. Si vous avez des compresseurs dans vos installations, les compresseurs sont très consommateurs et ont des comportements qui peuvent être très variables. Et donc, ce qui a été fait par Schneider Electric à Carros, c'est de comparer des équipements similaires pour améliorer ou remplacer les plus énergivores. Et l'économie, là, est 2 millions de wattheures par an. Donc, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez important. Et puis aussi, tout ce qui est, alors ça c'est l'IPC, mais c'est important de calculer l'empreinte carbone des procédés testés. Donc c'est quelque chose qui permet aussi de s'orienter sur le choix du procédé et de travailler dès l'amont le plus tôt possible pour calculer l'empreinte carbone en mesurant les consommations électriques fines directement. Page suivante. Autre exemple, chez Bonduel, donc c'est dans le Pas-de-Calais, hein. Donc on est dans l'agroalimentaire, notamment petits pois, etc. Et donc ils étaient à la recherche d'un système de sous-comptage qui pourrait être facilement installé sans arrêt de production. Donc ça, c'est effectivement ce que permet Save It Yourself. Et leur principal objectif, c'était de mieux comprendre les comportements des machines
donc notamment de processus de congélation rapide, le mode veille, on revient sur ce fameux mode veille, et de pouvoir régler finement des paramètres de veille et d'arrêt. Et ça a permis de réduire des coûts énergétiques de 14 000 € par an sur ces machines-là. Et ça leur a aussi permis enfin, en tout cas, permis de consolider, et ils l'ont intégré dans leur certification, l'obtention de leur certification ISO 50001, ce qui peut être aussi un sujet chez vous. Autre sujet, chez Danone, donc qui est aussi engagé dans une démarche de performance énergétique. Il s'agissait de mesurer la consommation des moteurs dans les tunnels de ventilation et de la coupler avec les installations de capteurs de température. Donc là, on en reparlera aussi avec Eric en reparlera, mais le lien avec d'autres paramètres est important pour comprendre à quoi est liée la consommation énergétique. Dans certains cas, ça peut être une bonne nouvelle parce que vous avez une activité qui augmente. Dans d'autres cas, c'est parce qu'il y a un procédé qui n'est pas optimum et c'est intéressant de pouvoir faire des corrélations entre cette consommation et d'autres variables et le fonctionnement du procédé. Page suivante. Donc ce petit capteur, pour très rapidement, hein, il est clippé, donc c'est un capteur en périmétrique, il est clippé sur un câble, donc ça nécessite pas d'installation d'un électricien, ça peut se mettre à n'importe quel endroit, c'est auto-alimenté, et ensuite c'est remonté avec un récepteur qui permet de récupérer de la donnée, et puis vous voyez ensuite cet affichage de la donnée qui se fait en ligne. Ça peut être aussi remonté sur des passerelles pour être inclus dans d'autres systèmes, donc là, notamment avec une parcelle de Schneider Electric. J'ai bien vu effectivement la question, je vous le donne dans le chat là, les coûts, parce que c'est des systèmes qui sont à la fois disponibles en achat, mais aussi en location. Donc je vous donnerai le coût de ce type de système à titre indicatif. Mais c'est des choses qui sont accessibles et surtout qui permettent d'avoir très vite des retours sur investissement. Page suivante. Alors, autre point qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle de consommation électrique, mais la consommation électrique ne fait pas tout. Donc, l'exemple qu'on présente ici, c'est celui des systèmes d'éclairage à LED, notamment ce qu'on appelle les néons à LED. Donc, vous avez en fait un tube type néon qui va contenir un certain nombre de LED. Donc, on a un grand nombre de LED pour avoir les bons niveaux d'éclairage. Et en fait, on va gagner à la fois sur la diminution des consommations électriques, ce qui est assez classique sur la LED, mais on va aussi beaucoup gagner sur l'augmentation des durées de vie et sur la diminution des coûts de maintenance. Il faut savoir que dans beaucoup d'espaces, type usine ou type commerce, à chaque fois, le changement d'un néon, ça réclamait l'avenue d'une nacelle, un technicien qui vient changer le néon, etc., avec quelque chose qui est assez insupportable avec le néon qui clignote, pour ceux qui en ont encore. Et donc, les calculs ont montré qu'on gagnait autant avec l'augmentation des durées de vie et les diminutions des coûts de maintenance qu'avec la diminution des consommations électriques. Donc, ça donne des choses tout à fait intéressantes. Et puis, amélioration de la qualité de service aussi, puisque les tubes à LED étant connectés, ils vont petit à petit se dégrader et on fait le choix de changer le tube à LED quand il est à 80% par exemple de son éclairage, mais on va pouvoir choisir le moment auquel on le change et on va pouvoir en changer 10, 20, 30% et changer uniquement ce dont on a besoin et par anticipation avant d'avoir un éclairage qui ne fonctionne plus. On a aussi ce que permet la technologie LED, les apports plus de services, notamment par exemple la variation de l'intensité lumineuse et de la couleur d'éclairage en fonction de ce qu'on souhaite obtenir en fonction de l'occupation, en fonction de ce qu'on souhaite obtenir comme couleur. Les exemples assez classiques, on va être dans un supermarché, par exemple, sur du blanc froid, quand on est sur un rayon poissonnerie où on veut montrer qu'il y a de la fraîcheur, et puis sur un blanc chaud si on est sur de l'habillement, etc. Et puis, dans certains cas aussi, on peut mettre aussi en place de l'éclairage solaire autonome et donc diminuer les travaux de génie civil, puisqu'on n'est pas obligé d'amener le courant. Et puis, dans certains cas, ça permet aussi d'équiper des zones inondables. Voilà. Donc, voilà, pour vous dire que c'est une démarche qui peut être assez large. Et en regardant les technologies, on peut essayer effectivement de déterminer en quoi, au-delà des consommations électriques, elles peuvent apporter, parce que ça vous ramène aussi de l'information, elles peuvent vous apporter de la plus-value, de la valeur. Page suivante. Donc, je redonne la parole, Eric. C'est un autre cas qui est très, très intéressant. Voilà, donc c'est effectivement un cas intéressant qui est l'entreprise Satis.
Donc Satis, c'est une entreprise qui peint en fait des éléments d'avion, notamment pour Airbus, entre autres, hein, mais pas que. Voilà, donc ils sont équipés de cabines de peinture donc, qui font à la fois l'application et le séchage des couches de peinture qui sont appliquées. Et l'entreprise a décidé de tester, enfin d'acheter et de tester une cabine dont le constructeur avait réduit les consommations par rapport aux cabines classiques. Donc ils ont acheté cette cabine et ils l'ont mis en service, sachant qu'ils ont mis en place un système de monitoring de leur consommation d'énergie, électricité et gaz, hein. Donc là, vous avez un graphique sur lequel il y a les 2 énergies, sur leur site. Alors le résultat est assez bluffant parce qu'effectivement cette cabine, nouvelle génération, on va dire, elle consomme, évidemment pour le même type de peinture, hein, et le même type de pièces, 2 fois moins d'énergie électrique et 3 fois moins de gaz que la cabine, que vous voyez représentée en bleu ici. Donc ça, je dirais que s'il n'y avait pas eu ce système de monitoring, ben, la seule valeur que vous auriez pu avoir, c'était les dires du constructeur. Alors, on peut se fier bien entendu au constructeur, mais c'est quand même mieux d'aller vérifier l'efficacité finalement du produit qui est acheté ou qui est ou même refité, puisque c'est possible pour ce type de dispositif, hein. Donc avant de le généraliser, parce que l'idée c'est ça. Vu les résultats qui ont été enregistrés sur cet équipement, l'entreprise va exactement le généraliser à ces autres cabines. Alors j'ai vu une question sur la fonction d'usage. Oui, c'est vrai. Il faut la ramener, comment dire ça, à la pièce peinte ou au mètre carré peint, mais on va y revenir tout à l'heure sur le sujet. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant en termes de rendement, et sans cette mesure, sans ce système de mesurage, finalement, l'entreprise aurait, eu quand même une certaine réticence à généraliser le dispositif qui existe en comment dire ça? En refit des cabines existantes. Là, l'investissement va être mis en place. Il y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un exemple, on va dire, de sécurisation d'investissement en termes d'énergie, bien entendu, qui est validé par la mesure des données énergétiques qui sont recueillies. Alors, j'ai une question sur le montant de l'investissement. Alors, si je me souviens bien, le montant de l'investissement en refit, donc c'est-à-dire en modification de la cabine existante, c'est de l'ordre de 20 000 €. Bon, ce qui est raisonnable. C'est une somme, mais c'est raisonnable et on a calculé rapidement le temps de retour, sur cette cabine retravaillée de 10 mois. Donc ce qui est extrêmement court. Si vous achetez une cabine, nouvelle génération, voilà. Si vous achetez une cabine nouvelle génération, neuve, donc cette fois-ci, le surcoût par rapport à une cabine normale, il doit être de 15 000 €, donc un peu moins cher parce qu'évidemment quand on est en refit, c'est plus compliqué et le temps de retour est plus court encore puisque c'est 8 mois, je crois. Voilà, donc c'est un exemple assez intéressant où les générations de ventilateurs, de brûleurs font que, les gains énergétiques sont quand même très importants, hein. Ça, c'est intéressant. Voilà. On peut peut-être passer au slide suivant, s'il te plaît. Alors Oui, oui, petite question, sur Wiclap. voilà. Donc l'idée est simplement de vous proposer de renseigner les compteurs que vous avez sur votre site. Voilà. Donc il y a différents types de compteurs. Soit vous avez uniquement des compteurs de facturation, soit vous avez, quelques compteurs sur une partie de vos Mmh. équipements ou bien, vous avez, un système de monitoring énergétique.
reste environ 10 secondes. Je peux laisser un peu plus de temps. Je vais laisser la question ouverte, mais on voit déjà que, la tendance, Mmh. est qu'il y a, a priori, peu de compteurs sur les équipements. Un petit peu, mais, pour ce qui est du monitoring énergétique, on a 0 réponse. Donc on va passer à la suite Voilà, de donc effectivement, donc on va justement discuter des objectifs d'un plan de comptage. Comme le petit test au Clap vient de nous le montrer, il y a peu d'entreprises qui sont, on va dire, équipées d'un système de monitoring énergétique. C'est tout à fait normal. Par contre, il faut maintenant, compte tenu des prix de l'énergie qui, a priori, vont pas revenir à des prix, tels qu'on les a connus dans les années, ante-Covid, on va dire. Même s'il y a effectivement des fluctuations, hein, des baisses, le prix du gaz a baissé, le prix, le prix de l'électricité aussi, mais on reviendra pas à des prix, de 2019-2018. C'est devenu quelque chose d'assez important et si tu veux bien passer au slide suivant, s'il te plaît. Voilà, on va regarder pourquoi finalement il est important de faire cette mesure. On va rapidement passer sur les facteurs d'influence, Jean-Philippe en a parlé tout à l'heure. Mesurer l'énergie, mesurer vos kilowattheures, c'est très bien, mais c'est pas suffisant, malheureusement, parce que, ben, vos kilowattheures, vont évoluer, le nombre de kilowattheures va évoluer en fonction d'un certain nombre de paramètres et il faut qu'on ait ces informations, pour pouvoir juger de votre performance énergétique. Et donc créer des indicateurs de performance énergétique. Alors c'est un gros mot, hein. Vous verrez que ce sont des choses simples, parfois très simples, voilà. On va regarder également la notion de situation de référence, de façon très rapide, hein, tout simplement parce que si vous voulez vous comparer et savoir si vous êtes, dans une bonne dynamique ou si vous êtes au contraire dans une problématique de perte énergétique, eh bien il faut que vous ayez une référence pour pouvoir vous comparer. Voilà. Donc à un moment donné, il va falloir se dire: «Bah, ma consommation, de l'année 2023 ou de l'année 2022, c'est ma consommation de référence et je vais la prendre comme étant, ma base de réflexion pour, pour pouvoir, m'améliorer». Voilà. On terminera par le plan de comptage. Voilà. Donc les raisons de la mesure, merci. Bah, il y en a beaucoup, hein, vous comprendrez bien. Si tu veux les déployer. Voilà, donc le premier objectif de la mesure, c'est bien entendu d'isoler ou de calculer et de suivre la performance d'un consommateur d'énergie ou de plusieurs consommateurs d'énergie. Alors, pourquoi on va mesurer? D'abord parce que, ben, l'énergie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. C'est une notion très, très particulière et finalement la seule façon d'appréhender finalement le volume d'énergie que vous allez, utiliser, c'est de la mesurer, hein, tout simplement. Vous le faites déjà, enfin, on vous fait pour vous plutôt, au niveau du compteur principal, puisque c'est le compteur de facturation, hein, en général, il n'est pas à votre propriété, hein, d'ailleurs. Mais il est quand même intéressant d'aller voir de façon plus précise ce que vous avez comme consommation à l'intérieur de votre entreprise, notamment pour connaître le poids des consommateurs ou des usages, d'énergie. Voilà. Ça nous permet aussi de vérifier le gain après la réalisation d'une action d'économie d'énergie. On l'a vu, de façon très, très claire avec l'exemple de Satis tout à l'heure et ça va nous permettre pardon, également de calculer et de suivre un indicateur de performance énergétique, dont on va détailler tout à l'heure et si on arrive à automatiser suffisamment, de façon fine notre mesure, on va comprendre de façon un petit peu différente le fonctionnement de l'entreprise, notamment en termes d'occupation et d'inoccupation. Donc on pourra, détailler la notion de talon de consommation, c'est-à-dire le volume de kilowattheures, que vous allez consommer pendant les périodes de fermeture de l'entreprise, la nuit, le week-end, pendant les congés, et travailler ce talon, hein, puisque c'est un peu la notion de veille finalement.
Et puis également travailler la maintenance, puisque grâce à ces indicateurs, on va pouvoir être alerté en cas de dérive et pas attendre la facture du mois suivant pour pouvoir voir qu'on a explosé entre guillemets notre facturation et qu'on a quelque chose à faire. Voilà, on va le voir le jour même ou la semaine même et on pourra réagir beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est indispensable si on veut gérer l'énergie. Voilà, Jean-Philippe? Oui, en fait, donc la question pour poursuivre dans cette direction-là, là, du pourquoi, comme on l'a vu, les consommations énergétiques, elles sont directement liées à la maîtrise et à l'optimisation de vos processus, les processus industriels, alors pas que industriels, mais on s'intéresse particulièrement à ceci. Et l'idée, c'est de faire en sorte que cette consommation énergétique, elle puisse être prise en compte par vos systèmes de pilotage des process industriels au même titre que toutes les autres données de pilotage. Au niveau de chaque ligne, donc ça suppose que ça puisse être. L'objectif, c'est d'arriver à le faire au niveau de chaque équipement ou de chaque ligne de production et que ça puisse à la fois, on l'a vu, vous servir à prendre des décisions en termes d'investissement ou en termes d'optimisation des fonctionnements, mais que vous puissiez aussi l'intégrer en termes d'organisation de la production, et notamment sur des arbitrages entre plusieurs équipements dans les phases d'ordonnancement. Euh, Vous pouvez aussi avoir des équipements qui ont des comportements différents et des consommations différentes en fonction du type de fabrication que vous leur confiez ou du type d'usage. Donc c'est intéressant de les avoir, de les connaître, d'où l'importance de mesurer le lien aussi avec les facteurs, enfin, les variables explicatives, les facteurs d'influence. Et idéalement, là où vous pouvez aller, jusqu'où vous pouvez aller, c'est que votre consommation énergétique, elle puisse être prise en compte dans vos tableaux de bord financiers et notamment au coût direct, si vous arrivez à ramener la consommation électrique au niveau de chaque, enfin une consommation d'énergie, au niveau de chaque production, au niveau de chaque pièce, et on peut aller jusque-là, et pour pouvoir mesurer à la fois l'impact, enfin les coûts plus finement, et notamment l'impact des augmentations et des variations du prix de l'énergie et que vous puissiez aussi l'intégrer dans la mesure de l'impact environnemental du produit ou du service concerné, sachant que c'est une information qui va de plus en plus vous être demandée par un certain nombre de donneurs d'ordre. Parce que eux aussi, on leur demande et ils ont aussi des pénalités qui sont liées à ça, notamment dans l'industrie automobile. Donc, les consommations, comme l'a dit Eric, c'est à la fois, elles sont liées, on a une consommation qui est une donnée, entre guillemets, brute, mais elles fournissent également des informations utiles à d'autres parties prenantes de l'entreprise. Dans certains cas, les temps d'utilisation et d'intensité d'utilisation des équipements, la maintenance prédictive préventive. On l'a vu, l'analyse de ces consommations énergétiques, ça nécessite le rapprochement avec d'autres données fournies par les équipements industriels et ou le système de gestion de la production. Donc, on parle de variables explicatives. Et donc, c'est vrai qu'on a souvent souvent une première étape d'audit qui permet de mesurer et d'analyser des consommations énergétiques. Mais ensuite, on va se rendre compte que les actions, bon, on l'a vu avec les variables explicatives, les actions, elles sont plus globales et qu'il est important de ramener ces mesures et ces consommations énergétiques avec d'autres données. Voilà, donc c'est vraiment le message qu'on voulait vous faire passer. C'est pas uniquement une consommation d'un équipement, mais c'est la consommation qu'il va falloir rapprocher. Et ça, c'est aussi pas, comment dire, à construire avec vous, avec votre métier, pour comprendre quels sont les facteurs, ces fameux facteurs d'influence, pour qu'ensuite trouver les bonnes actions et avoir les bons suivis et avoir la bonne info en suivi. Page suivante. Redonne la parole justement sur ces fameux facteurs d'influence, Eric. Exactement, exactement. Merci. Donc là, on va, en gros, pour reprendre ce que dit Jean-Philippe, vos consommations d'énergie varient dans le temps, quelle que soit leur consommation, parce qu'elles sont liées à un certain nombre de facteurs d'influence, hein, de paramètres qui viennent modifier ces consommations. Et il est important d'aller les déterminer, parce qu'on peut avoir des facteurs qui proviennent de la production, des facteurs qui proviennent d'éléments extérieurs, comme la température des locaux ou la température extérieure. Et votre consommation va varier en fonction de ces éléments. Vous comprenez bien que si vous voulez faire une analyse fine, vous ne pourrez pas uniquement vous baser sur les kilowattheures.
enregistrée ou de la facture, parce que en fonction par exemple, d'une production plus importante ou une production moins importante, votre quantité de kilowattheure va varier de façon normale. Hein, plus vous produisez, plus vous consommez d'énergie, c'est tout à fait normal. Et donc, on n'a pas de véritable indicateur de la performance de l'entreprise en termes d'énergie ou de l'équipement, hein, si on ne se base que sur les kilowattheures. Donc, il nous faut déterminer ces facteurs d'influence pour bâtir des indicateurs de performance. On peut passer au slide suivant, s'il te plaît. Voilà, des indicateurs de performance qui sont des valeurs quantitatives qui représentent la performance de l'équipement ou de l'entreprise. Donc, on va ramener, par exemple, ce sont des exemples, les kilowattheures liés au chauffage à la température extérieure, qui est représentée par les DGU, et au mètre carré chauffé. Plus vous avez de mètre carré chauffé, plus vous avez des consommations d'énergie liées au chauffage, et plus il fait froid, et plus on a de consommation d'énergie liée au chauffage. Voilà, c'est assez intuitif, hein, bien entendu. Donc, on va bâtir, et c'est là aussi on peut vous aider, autant sur la recherche des facteurs d'influence, autant sur le montage des indicateurs de performance énergétique. C'est des choses sur lesquelles on peut vous aider, parce que là, on est sur des indicateurs relativement simples. Quand on travaille sur les domaines de la production, sur les domaines des machines, c'est beaucoup plus compliqué, et parfois on peut avoir des faux amis. Voilà, il y a un indicateur ou des indicateurs de performance par entreprise, voire par machine, par ligne de fabrication. Ça peut être des kilowattheures par milliers de douilles, par mètre carré de surface traitée, par masse d'alu fondu. Enfin, voilà, on peut imaginer des tas d'indicateurs qui viennent vous aider à suivre cette consommation et à bâtir donc cette situation de référence en déterminant effectivement le périmètre, la période et les conditions de réalisation de cette situation de référence. Pardon. Donc on va se baser là-dessus pour pouvoir faire des comparaisons et des gains, enfin des quantifications de gains énergétiques. Voilà, si tu veux passer au slide suivant. Voilà, donc cette situation de référence, elle nous permet, voilà, merci. Elle nous permet de faire plusieurs choses. D'abord, d'essayer de faire une simulation de consommation d'énergie simple et parfois très simple, hein, voilà, et de déterminer les économies. Si vous vous écartez de cette situation de référence parce qu'on a fait une action d'économie d'énergie, eh bien, on va le voir directement sur la courbe et on va pouvoir même le quantifier. Donc ça, c'est très important. Donc un système de mesurage, eh bien, c'est composé de 3 éléments, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Des appareils de mesure, des moyens de transport de l'information et d'historisation, c'est-à-dire de timing de la donnée, et les moyens d'analyse et d'affichage. Et là-dedans, on vient faire rentrer également tous les facteurs d'influence et les paramètres à surveiller, c'est-à-dire que dans un système de mesurage, on n'aura pas que la partie énergie, on aura aussi des facteurs supplémentaires qui vont nous servir à bâtir les indicateurs de performance. Oui, donc un petit rappel rapide des types de mesures. Donc on a effectivement tout ce qui est compteur, donc compteur au TGBT, donc tableau électrique général. Donc, on a des systèmes de mesure qu'on appelle non intrusifs. Donc, on parle de non-intrusive appliance load monitoring, qui permettent de mesurer une consommation agrégée et qui vont chercher à identifier les consommations par usage grâce à la signature de chaque type de consommation. Typiquement, résistance, éclairage, en fait, en comportement, moteur, micro-ondes, ventilation informatique. Donc ça vous permet, alors on peut le faire soit sur détection d'événements, allumage, extinction, et puis avec d'autres éléments complémentaires, puissance active, facteur de puissance, monophasé, triphasé, piloté, cycle de fonctionnement. Donc c'est des systèmes qui sont relativement intelligents et qui parlent de technologie basse fréquence, et ça vous permet effectivement d'isoler avec un seul point de comptage des types de consommation et éventuellement descendre jusqu'à l'équipement. Mais par contre, il n'y a qu'un seul point de comptage et ça permet d'avoir quand même une vue assez rapide de l'ensemble de la consommation.
Et puis ensuite, on peut aller encore un peu plus loin. On a des technologies qui sont des mesures à très haute fréquence du signal électrique. Donc, on parle de technologie haute fréquence qui vont encore plus loin dans l'analyse du signal, qui permettent d'être encore un peu plus précis. Et puis, ce qui a fait aussi beaucoup évoluer le comptage énergétique, ce sont les sous-comptages fins au niveau de chaque équipement, où effectivement, là, avec notamment des systèmes connectés et de l'IoT, qui permet, lui, par contre, d'aller chercher vraiment et de plugger directement au fil, comme je l'ai montré tout à l'heure et comme Eric en reparlera, au niveau de chaque équipement et de façon très, très fine. Voilà, donc c'était pour vous donner un petit peu, ça vous donne le panorama de ce qui existe et de ce qui existe comme solution proposée par les fournisseurs justement de systèmes. Mais ça, c'est dans l'accompagnement du projet qu'on pourra rentrer dans dans ce choix de type d'équipement par rapport à votre cas d'usage. Eric, je te redonne la page suivante. Voilà. Oui, On on va effectivement passer sur la notion de plan de mesurage. Alors, donc un plan de comptage, en fait, il en existe un par entreprise. Et on a différents niveaux de mise en place de ce plan de comptage qui peuvent aller d'un simple tableur, donc qui est plutôt l'élément qui permet de récupérer les données, jusqu'à une supervision, on va l'appeler comme ça, qui non seulement récupère les données, les analyse et vient agir en direct sur vos équipements sans intervention humaine. Donc ça, c'est quand même le Graal, on va dire. Mais toutes les entreprises n'ont pas besoin de ce Graal, bien entendu. Si vous avez quelques points de comptage sur votre site industriel et une possibilité de les relever de façon manuelle pendant une fois par semaine ou une fois par mois, tous les 15 jours, un suivi de tableur est tout à fait efficace dans la gestion énergétique. Donc, le positionnement aussi par rapport à votre entreprise, entre ces 3 niveaux, c'est aussi une possibilité d'appui qu'on peut vous proposer si vous êtes un petit peu hésitant entre le tableur, notamment, et le logiciel de monitoring, qui est un niveau un peu plus élevé, sur lequel on va s'appesantir quelques instants. Voilà. Alors, justement, pour mettre en œuvre un plan de comptage, on peut se baser sur une norme qui est la norme EN 17267, qui nous permet de bien détailler toutes les étapes sur la mise en place d'un plan de comptage, pour être sûr de ne pas en oublier déjà. La première des étapes, et là, on va peut-être passer au slide suivant, et on reviendra juste après. Finalement, c'est de bien réfléchir à quoi va nous servir notre plan de comptage. Alors, ça paraît trivial, mais ça, c'est valable quel que soit le projet data, Jean-Philippe. On va réfléchir au contexte de notre plan de comptage, de la motivation de l'organisme, à quoi va nous servir notre outil, quelles sont les limites, effectivement, on ne va pas aller mesurer tout, voilà. On va réfléchir à l'utilisateur, ou au pluriel, les utilisateurs du plan de comptage. On ne va pas faire un plan de comptage de la même façon. Si on va faire uniquement du reporting auprès de la direction une fois tous les 3 mois, ou si on fait on utilise ce plan de comptage pour être un outil de pilotage énergétique précis de la production en lien avec l'ordonnancement ou en lien avec la maintenance. Et donc, c'est vraiment cette étape qui paraît un peu triviale, qu'il ne faut pas gâcher, enfin qu'il ne faut pas bâcler, pardon, pour pouvoir avoir un plan de comptage parfaitement défini. Voilà. On va revenir sur la première partie. Voilà. Donc, première partie, le contexte, les objectifs et évidemment les contraintes, dont le budget, parce que ça, on est obligé d'en parler. Deuxième étape, on va regarder ce qui existe déjà chez nous. On a souvent des compteurs un peu cachés, ou voire même des outils de suivi énergétique qui sont sous format tableau Excel souvent, mais qui sont cachés. À partir de ça, on va pouvoir définir des nouveaux points de comptage, améliorer le système, et donc se définir un cahier des charges sur le comptage. On va le mettre en œuvre avec le prestataire qu'on aura sélectionné, exploiter les données de mesure. Donc là aussi, il y a des règles sur la partie analyse, et on n'oublie pas la maintenance du système de mesure, parce que comme tous les appareils, eh bien, ils ont besoin de temps en temps un étalonnage
ce qui est relativement facile sur la partie électrique, ce qui est plus compliqué dès qu'on va travailler sur les fluides, parce qu'il faudra probablement retirer le compteur, et ça, il faut l'avoir prévu avant. Voilà. Donc, on a un cadre, voilà, et ça, c'est important. On va poursuivre sur les différentes couches techniques, effectivement, d'un monitoring énergétique. On va le retrouver sur tous les niveaux, que ce soit l'Excel, le monitoring ou la GTB ou la GTC, ce découpage avec l'appareil de mesure, le moyen de relève et d'historisation qui peut être l'humain, dans le cas de l'Excel, et le moyen d'analyse, qui est l'Excel ou le logiciel spécialisé. Alors, on va... Oui, alors ça c'est Jean-Philippe. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, donc, c'est un schéma qui vaut pour tout système de captation et de mesure. Donc, tu peux tout afficher, voilà, Céline, merci. C'est qu'en fait, on va pouvoir travailler dans les deux sens. C'est-à-dire que soit on va partir, donc les flèches bleues, du capteur à l'information partagée. Donc, on part des données que vous êtes capable, qui sont disponibles, que vous pouvez facilement mesurer, pour ensuite les transmettre, les analyser et puis restituer les informations et agir. Et inversement, on peut partir de l'information dont vous avez besoin pour aller chercher les données qu'il faut capter pour pouvoir la constituer. Et à chaque étape, donc de captation, on doit se poser la question des moyens de collecte, de la connaissance des grandeurs physiques, l'intégration des capteurs, c'est comment on va pouvoir obtenir l'information, est-ce qu'il faut qu'ils soient autonomes, est-ce qu'on a besoin des alimentaires en énergie, des questions de fiabilité aussi, de sûreté de fonctionnement, parce qu'il faut aussi que la mesure soit fiable, soit répétable, bien sûr de la sécurité, de la cybersécurité, de la qualité de service, et dans certains cas, on va pouvoir aussi se poser la question des traitements qui sont faits vraiment très proches du capteur, donc soit du traitement du signal, soit de l'IA embarqué. Et puis la transmission, il y a un certain nombre de protocoles qui peuvent exister, donc effectivement avec deux grandes familles qui sont le sans fil et le filaire. La gestion avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients, c'est-à-dire en termes de fiabilité, en termes de fréquence. Il y a des réseaux sur lesquels vous ne pouvez pas émettre tout le temps. Donc la fréquence, la rapidité à laquelle vous pouvez obtenir l'information. Bien sûr aussi de la cybersécurité, donc il faut assurer la confidentialité, l'authenticité, l'intégrité aussi de la mesure. L'architecture que vous allez utiliser pour partager les données, l'interopérabilité des systèmes, parce que l'objectif c'est que ce soit que ce soit quelque chose qui puisse, vous n'ayez pas X, comment dire, technologie, et bien sûr la sécurisation des transmissions. Et ensuite, on va parler d'analyse d'exploitation, de croisement, de construction de l'information. Est-ce que vous le faites en local? Est-ce que vous le faites plus sur un site? Est-ce que vous le faites sur sur le cloud, en big data, parce que vous avez énormément d'informations, vous voulez croiser sur plusieurs sites? Voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis ensuite, bien sûr, des applications métiers, et ensuite restituer les informations et agir. On va parler, alors j'insiste bien sur ce point de l'interface homme-machine, puisque suivant les personnes à laquelle est destinée l'information, on n'a pas la même restitution de l'information, pas la même fréquence. Et puis, dans certains cas, ça peut donner lieu aussi à des, comment dire, à des impacts sur des machines et à mettre des actionneurs, enfin, en tout cas, gérer en automatique des actions qui peuvent être issues des données que vous allez, des règles en fait qui peuvent être issues des données que vous avez collectées. Et puis avoir aussi, si dans certains cas aussi, ça peut vous intéresser, de remonter l'information dans votre ERP, où on l'a vu, où on l'a expliqué sur la GMAO, ça peut être aussi des choses qui peuvent être vues. Merci. Passer à la suivante. Eric. Alors, effectivement, donc rapidement, Jean-Philippe en a parlé. Donc là, c'est un petit chapitre sur les compteurs. Donc, qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer évidemment la partie électrique. On peut mesurer des débits de fluides, air comprimé, gaz et autres types de fluides. On va les mesurer des températures, notamment pour travailler les facteurs pertinents. On va aller récupérer des données sur les compteurs communicants, donc aller récupérer vos données de consommation sur les compteurs de facturation pour avoir non plus des consommations au mois, mais à la journée, voire aux 10 minutes. Voilà, on peut faire de la mesure d'énergie thermique en direct, notamment derrière un groupe froid par exemple, des pressions, de l'éclairement. Voilà, les compteurs ou les capteurs existent pour quasiment tous les phénomènes physiques. Donc, on est capable de les récupérer, de les mettre en place, pardon, de les récupérer et
et d'avoir des informations sur ces données. Après, il faut les transmettre, et ça, c'est l'objet du slide suivant. Là, on a, comme le disait Jean-Philippe, effectivement, plein de possibilités pour transmettre ou stocker les données. Ça peut être des supports filaires, ça peut être comme l'Ethernet, hein, le câble Ethernet ou la fibre optique, ou sans fil. Donc, il y a plein de protocoles qui existent. Le plus en vogue pour l'instant étant le LoRa, mais il y en a d'autres. Il faut réfléchir à la distance de la portée de notre donnée, la quantité de données, etc. Donc, il y a toute une série de paramètres sur lesquels il faut bien réfléchir et bien cadrer sa démarche pour avoir des données fiables et répétables dans le temps. Ça, c'est important, et surtout des données, et un réseau de récupération de données, pardon, qui soit évolutif. Hein, parce qu'aujourd'hui, vous allez mesurer telle et telle donnée, et peut-être que dans 2 ans, vous allez avoir une nouvelle ligne de production qui sera équipée avec des nouveaux capteurs. Il faudra récupérer ces données. Donc, il ne faut pas que votre réseau soit figé ou soit bridé par une marque, par exemple, de capteurs ou un protocole. Voilà. Et puis, la dernière couche, finalement, c'est l'affichage, hein, de ces données. Qui vont nous permettre de faire l'analyse. Donc là, encore une fois, dans ma démarche de tout à l'heure en cercle, il faut savoir que si vous achetez un logiciel de monitoring, ou si vous allez avoir quelque chose qui va être adapté à vos besoins, et donc il faut bien réfléchir finalement aux besoins d'affichage de mes données. Ça fait partie des éléments principaux du cahier des charges que vous allez fournir à votre fournisseur de logiciels. Voilà. Et donc, vous avez toute une série de questions à se poser à ce niveau-là, sur lequel on peut vous aider. Alors, le dernier point que je pourrais vous proposer, c'est un petit exemple de suivi de données énergétiques à distance, hein, sur une plateforme Wattsense qu'on a installée à Mulhouse. Donc, on suit là-bas avec ce type d'appareil ici qui mesure 6 départs électriques en même temps. Donc on en a plusieurs qui sont reliés via une antenne LoRa à un concentrateur de données. Ce concentrateur de données, il envoie par réseau GSM, hein, réseau 4G, toutes les données sur une plateforme que l'on peut consulter à distance. Donc là, on va rechercher les données sur les compresseurs, sur des enceintes climatiques, sur des bandes essai vibration, et on peut les récupérer en direct sur le logiciel. Alors, je vais peut-être passer en présentation, Céline, parce que tu ne pourras pas y avoir accès. J'en ai pour 10 secondes. Voilà. Et voilà la plateforme. Donc là, vous avez les données en direct, hein, puisqu'on est bien, le 14 septembre, et j'ai des données, vous voyez, toutes les 10 minutes ici à peu près, hein, sur différents éléments. Alors, c'est pas un logiciel c'est pas un outil qui nous permet d'avoir directement des indicateurs de performance. C'est un outil qui nous permet d'avoir des données énergétiques. Nous, on les transforme après en indicateurs de performance énergétique, en intégrant les facteurs d'influence sous Excel. Voilà, mais sachez qu'il existe évidemment ce type d'outils qui les intègrent en direct. Voilà ce que je pouvais vous montrer, et je repasse la présentation à Céline. Merci beaucoup de votre attention. Oui, merci Eric. Je vais passer la parole à Marc Lecouvé, qui représente la direction de la performance industrielle pour la région Nouvelle-Aquitaine. Marc? Oui, tout à fait. Merci de l'enchaînement, Céline. Donc je tenais à remercier donc effectivement les intervenants pour les présentations qui ont précédé sur le dispositif DataBoost. Je voulais prendre la parole en fait pour effectivement repositionner finalement DataBoost par rapport à des dynamiques aujourd'hui que nous menons sur le territoire nord-aquitain. En particulier, comme vous voyez le logo, le programme Usine du futur qui est en vigueur sur le territoire nord-aquitain depuis 2014,
programme Usine du futur qui a été conçu, qui est mené depuis 10 ans pour améliorer donc la valeur ajoutée dans les entreprises et accroître la compétitivité de ces mêmes entreprises. Nous avons aujourd'hui 1200 entreprises qui ont intégré ce parcours Usine du futur. Chaque entreprise connaissant un diagnostic avec un livrable. Et donc, ce millier de livrables nous a permis de constituer un panorama de la performance industrielle de façon à pouvoir éclairer nos politiques publiques. Et dans ce panorama, il est apparu nécessaire de devoir porter l'accent sur des besoins émanant de dirigeants plus spécifiques. Alors, on ne peut pas citer la fabrication additive, on peut citer des besoins en robotique, on peut citer aussi des besoins, on va dire, en accompagnement en management intermédiaire, et un des derniers besoins donc, étant l'exploitation des données de production, tout l'objet donc de Data Boost Manufacturing. Donc l'idée du parcours, encore une fois, comme vous avez pu le saisir, hein, c'est vraiment finalement de désisoler le dirigeant face à des problématiques auxquelles il ne peut pas faire, enfin il peut difficilement faire face en interne, donc s'appuyer sur des compétences externes qui sont portées notamment par le CETIM ou par Captronic. Désisoler donc le dirigeant, dérisquer effectivement, on va dire, ce même projet, ici, donc l'exploitation de données industrielles. Alors, sachant que, comme vous avez pu le constater, on opère donc une transition vers les problématiques donc, de transition environnementale, de transition énergétique. Le sous-jacent, c'est qu'effectivement, nous, Région Aquitaine, nous engageons pour devenir une des premières régions éco-responsables de France. Et pour cela, donc, nous souhaitons soutenir des projets, des entreprises qui vont effectivement s'engager dans cette voie-là. Et donc ici même, je dirais, l'exploitation de données industrielles pour consommer moins, consommer mieux, faire des économies accessoirement, est un axe que nous souhaitons accompagner, que nous souhaitons prolonger. Et c'est pour ça que nous avons doté le parcours de l'action Data Boost de moyens pour accompagner les entreprises sur cette voie-là. Donc, c'était l'essentiel de mon message, Merci un Marc. peu institutionnel. Là-dessus, je repasse la main à Céline pour rentrer peut-être un petit peu plus dans le vif du sujet concernant comment, effectivement, participer à ce parcours. Voilà. Ce parcours, d'accompagnement dans le dispositif Usine du futur, donc qui est Data Boost Manufacturing, son objectif, comme, vous l'avez senti, c'est bien de vous accompagner sur la phase amont, heu, d'un projet, en fait, où vous allez, avoir, pas forcément, toutes les compétences en interne, pas forcément, l'habitude de travailler à la fois, ces données, comment je peux les capter? Est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'elles sont, de qualité suffisante pour pouvoir être traitées? Et puis comment on architecture, tout cela pour quelque part, en avoir une information qui soit, utile, pour vous, et notamment dans ce contexte de maîtrise des énergies. Heu, donc voilà, le but, c'est vraiment de dérisquer et d'être accompagné pour cela. Le parcours présente plusieurs étapes. Donc, vous avez on va dire sur la première étape, c'est plutôt de la sensibilisation, donc ça se passe par le biais de webinaires comme ce matin, mais pas seulement. Vous avez aussi parfois, des rencontres de visu, des échanges, notamment avec l'écosystème, de terrain, hem et en particulier les conseillers, industrie en CCI territoriale. Et puis, si vous avez, envie d'être accompagné, sur ce type de projet, vous pouvez déjà prendre les premiers contacts et avoir bénéficié de diagnostics d'opportunité. C'est-à-dire que les conseillers CCI, industrie, sont formés par les experts, de Captronic et du CETIM pour pouvoir déjà, préqualifier votre projet, et effectivement identifier si le parcours Data Boost va vous apporter vraiment, un gain en termes d'efficacité dans votre projet et
de temps finalement sur un projet tel que celui-ci. Il peut y avoir donc c'est 1 à 2 jours, de diagnostic. Parfois, il y a un renfort par un expert ou de Captronic ou du CETIM qui vient justement creuser un peu plus avec votre conseiller CCIT le sujet avec vous, avec vos équipes, votre chef de projet. Donc, suite à ces étapes donc qu'on appelle, de diagnostic ou en fait de qualification de projet, le comité de pilotage, du parcours, va effectivement identifier si le parcours est la bonne option pour vous accompagner. Si c'est le cas, vous poursuivez sur les étapes 4 à 6 du parcours. Si c'est pas le cas, pas de panique, on vous laisse pas comme ça. Effectivement, l'écosystème, va pouvoir vous proposer, les opportunités d'accompagnement les plus pertinentes pour votre projet. Donc voilà, vous sortez jamais de ces 3 premières étapes sans piste de solution pour avoir, effectivement, le projet, qui avance le mieux possible pour vous. Étape 4, c'est une étape d'accompagnement collectif. Donc, qui dit collectif dit que vous êtes en formation inter et il y a 1 jour de formation pour le dirigeant, 2 jours pour le chef de projet, et donc avec de la montée en compétences, notamment pour le chef de projet et pour le dirigeant. Ça vous aide sur une des parties qu'on a vues tout à l'heure là, quand, Eric, vous a parlé de quand on rentre dans des projets tels que celui-ci, là, sur la norme, il y a toujours une première phase qui est de contexte, de bien identifier, toutes les opportunités, tous les risques, les contraintes que vous pouvez avoir dans ce projet. Voilà, cette Mmh. phase-là, elle est on vous forme en fait, sur cette partie qui est un peu plus, on va dire, stratégique et on va dire, voilà, intellectualiser du projet. Ensuite, il y a de l'accompagnement individuel. Sachez vous avez un certain nombre de consultants qui ont été référencés par rapport à leur profil, à leur capacité à accompagner, des PME, heu, industrielles et effectivement leurs, compétences techniques sur le sujet. Et donc, cet accompagnement, vous permet de faire toute cette phase amont là, qui est très importante sur ce type de projet, hein. En général, les chiffres qu'on retrouve, c'est que, 30 pour un projet qui réussit de ce type-là, hem, il faut compter environ, 30 de l'aspect financier qui est sur la phase amont du projet, sur la phase de conception de projet. Donc, donc on voit que c'est une partie qui est très importante pour la réussite du projet et là, c'est vraiment sur cette partie-là que, Data Boost, et la région vient vous aider financièrement et donc, je vais passer, à la suite de la présentation, où vous avez justement les éléments, financiers. Puisque vous avez, pour la partie accompagnement tant collectif qu'individuel, une prise en charge de la région qui est à hauteur de 50 du montant hors taxe. Ce montant, varie surtout sur la partie accompagnement individuel en fonction de la complexité de votre projet, puisque la durée d'accompagnement va varier entre une dizaine de jours et une quinzaine de jours. Voilà, heu voilà ce que je peux vous dire. Au total, ça vous fait quand même 18 jours d'accompagnement pour et de la montée en compétences et surtout dérisquer un projet, tel que celui-ci, sur lequel on n'a pas forcément, trop, l'habitude, comparativement à de l'intégration, d'autres technos ou d'équipements. Donc, là, vous avez une vraie valeur ajoutée à être accompagné par des experts. Et puis tout au long du projet, vous avez le regard d'experts, et partenaires du parcours, donc les experts CETIM et Captronic, sur les différents livrables aux différentes étapes de l'accompagnement. Ça, c'est important aussi. Sur le point de vue financier, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a quand même une subvention à 50 de la région et donc le reste à charge, s'élève au maximum à 8 300 € pour toute cette phase amont qui peut aller jusqu'à 18 jours. Donc voilà, ça c'est intéressant et c'est une belle opportunité, aussi puisque bon, comme je vous l'ai dit,
il y a effectivement un investissement immatériel qui est à prévoir en plus de la solution, pour qu'effectivement vous ayez une architecture de la solution qui soit la mieux adaptée à vos besoins et comme l'a dit tout à l'heure Eric, qui ne soit pas figée à l'instant T, mais qui puisse être évolutive en fonction des évolutions de votre entreprise voilà, et de sa production. Voilà, je vous remercie. Pour ma part, j'en ai fini pour présenter le parcours DataBoost et on a une dernière petite question. Est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes? N'oubliez pas, hein, il y a toujours cette petite, ce petit valider à cliquer une fois que vous aurez répondu. Alors, les équipes, à la fois alors pour les entreprises qui auraient déjà, bénéficié, comment dire? Par exemple, d'un diagnostic, usine du futur, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre, référent usine du futur pour plus d'informations et pour les autres, vos conseillers CCI, sur les territoires, sont là aussi à votre disposition pour échanger, des opportunités d'accompagnement DataBoost et comme on le voit donc, on est ravis que ce webinaire ait pu, faire découvrir des pistes d'amélioration. Et pour, voilà, les personnes qui auraient besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai mis, à la fois une URL qui donne quelques éléments, supplémentaires par rapport, au déroulé de parcours et aux modalités, d'intégration au parcours et puis, voilà, je vous ai proposé une adresse mail générique et toute l'équipe, DataBoost, voilà, sera ravie de répondre à vos interrogations et notamment, vos conseillers, CCI Industrie sur vos territoires. Je vous remercie. Merci à tous pour votre écoute et pour, voilà, et toutes nos excuses pour ce petit dépassement de temps de 15 minutes. Est-ce qu'on aurait encore des questions? Si on Je pense que la majorité des questions ont eu des réponses au cours du déroulé Oui. et je vois qu'on a une personne qui lève la main. On peut lui autoriser, le micro. Oui, bonjour. 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 Je levais la main pour saluer Eric que j'avais croisé il y a très longtemps sur Bonjour un Pierre autre Gilles. parcours. Je suis ravi de Tout te à fait. retrouver. Également. Et puis, j'avais une petite question par rapport au parcours DataBoost. Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui ont fait le parcours sur ces questions d'énergie, de Oui. mesures énergétiques et d'indicateurs de performance et quel profil elles avaient? Et puis un petit constat aussi, j'étais dans le métier de l'efficacité énergétique et je vois que depuis 10 ans, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont évolué finalement. En tout cas, c'est plutôt rassurant sur le fait que les bases sont les mêmes. En revanche, sur l'analyse des données, l'intelligence, enfin le data mining, tout ça, je vois qu'il n'y a rien qui a émergé. Apparemment, hein, il y avait des pistes à l'époque et je vois que là, c'est pas encore d'actualité. Il faut encore aller à la base pour aller collecter la donnée et l'analyser. Oui. Donc voilà, c'est un petit peu décevant. Ou Yeah. alors, Il y a des solutions qui permettent effectivement de faire de l'analyse de data profonde, de faire un data lake, important. J'en ai vu, hein, il y a des entreprises qui ont, 1000 compteurs, par exemple, sur lesquels on peut avoir du recul en plus. Donc là, on peut faire de l'analyse, IA de façon intéressante, mais c'est pas la majorité, bien sûr. ouais. Loin Et puis, très loin de là. il y a des acteurs qui ont disparu, hein, qui proposaient ça et qui ne le Oui. proposent plus. Alors, Oui, C'est ça. oui. Ce qui est important en complément de ce que vient de dire Eric, c'est attention, l'IA c'est super, mais il faut avoir les bonnes données. Et Exact. donc tout le travail à faire sur les facteurs explicatifs, les variables explicatives, est hyper important. Et nous on voit le cas actuellement puisqu'on est sur des projets un peu de R&D sur ces sujets-là avec des grands acteurs. Et on peut instrumenter tout ce qu'on veut, mais si on mesure pas, on met de l'IA, etc., pour essayer de trouver des anomalies, etc. Et si on prend pas la bonne, ici la variable explicative, elle est pas prise, bah on n'a pas l'info. Donc Exactement. c'est pour ça que ce travail amont
de bien comprendre, il est super important parce qu'on aura beau mettre tout ce qu'on veut en termes d'analyse, mais si on n'a pas les bonnes données, on fera rien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est super important et c'est peut-être ça aussi la limite aujourd'hui en disant on va prendre le truc qui fait papa-maman, parce qu'on a beaucoup sur de l'IA, etc. Mais si on n'a pas la bonne info, et ça vaut pour tout, hein, ça vaut pas que pour l'énergie, mais si on n'a pas la bonne info, on n'aura pas les bonnes corrélations. Ça paraît évident, mais c'est d'où l'importance du travail métier, d'analyse, etc. pour se concentrer aussi sur ce qui a le plus de valeur. Et puis, ce qu'on observe beaucoup, c'est qu'on a très vite dès qu'on mesure, on a très vite quand même des bons retours sur investissement. Bon, l'exemple de la cabine, il est impressionnant. Il y en a d'autres qu'on a présentés. Mais donc, du coup, finalement, l'IA, on a déjà pas mal de choses à faire avant de mettre de l'IA. Voilà. Donc, il reste encore de la place pour le métier des experts en efficacité énergétique. Ah oui, Ils ça ne c'est seront certain. pas dépassés par. Donc oui. Ça c'est certain. Non, c'est un vrai. Ce qui change par contre, c'est aussi c'est vraiment l'idée aussi que toutes les données et les solutions aussi des fournisseurs vont dans cette optique-là. C'est de casser un petit peu la verticalité pour essayer aussi de croiser et de se dire qu'une donnée, elle sert à pas mal d'acteurs et pas mal de questions différentes en fait. Voilà. Ouais. Et la donnée énergétique en est une, mais il y en a d'autres et en croisant tout, c'est là où on obtient le plus de richesse, quoi. Ok. Pour répondre à la question, est-ce que le parcours DataBoost a permis à des entreprises de travailler des sujets-là, particulièrement sur la maîtrise des consommations? Non, parce que le programme DataBoost permet aussi d'aller, comment dire? Amener des optimisations sur d'autres champs, donc pas que sur la maîtrise des consommations. Alors et là, très volontairement, pas que énergétique, ça peut être d'autres consommations également. Mais voilà, il y a plein de champs comment dire? De finalités différentes. Donc on peut être, sur des finalités plus, sur de la qualité avec de la traçabilité. On peut être, sur de la maintenance prédictive, mais là, on a vu qu'il y avait des sujets qui étaient, voilà, Commun. qui se rapprochaient avec, en tout cas la mesure de la consommation énergétique sur la maintenance. Enfin voilà, il y a vraiment, beaucoup de finalités différentes et donc DataBoost a vocation, aussi, à prendre en charge, ce type de projet. Mais on a voulu faire un focus spécifiquement sur la maîtrise des consommations énergétiques ce matin. Ok. Je vous remercie, je dois vous quitter. Peut-être qu'on se reverra le 28 septembre à Bidart pour les challenges de l'IoT dans le cadre du programme Dynamique. À Peut-être. bientôt. À À bientôt, Virginie. bientôt. À bientôt. Vous recevrez, dans les jours qui arrivent, des liens qui vous permettront de revisionner le webinaire de ce matin. Voilà. Je vous remercie à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.